Madame, Monsieur, bonsoir. 20h le journal, voici les titres. Affaire AEE Power Azer, suite et pas fin, Jean-Michel Sen aurait écrit au ministre des Finances à suivre la réaction de Babacar Mbaye Ngaraf. Moustapha Diop qui retrouve les siens après plus de 365 jours en prison. Il était poursuivi dans l'enquête sur la gestion des fonds destinés à l'acquisition des masques de protection contre la Covid-19. Et puis, Youssou N'Dour, porté à la vice-présidence de la Confédération internationale de défense des droits des créateurs. L'organisation fête ses 100 ans. Tout de suite, le développement. Après plus d'un an de détention, Moustapha Diop retrouve la liberté. L'ancien ministre maire de Louga, député et président du parti Farlou, a bénéficié ce mercredi d'une liberté provisoire accordée par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, poursuivie dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds destinés à l'acquisition de masques de protection contre la Covid-19. Il avait été placé sous mandat de dépôt après la levée de son immunité parlementaire, une décision qui suscite de nombreuses réactions au sein de la classe politique et chez ses partisans, notamment à Louga, où son retour est très attendu. L'affaire AEE Power et supposée lettre de Jean-Michel Sen, DG de Laser, adressée au ministre des Finances. La plateforme Nailer parle d'un scandale, tire la sonnette d'alarme et exige toute la lumière et la transparence sur cette affaire. Elle estime que les Sénégalais ont le droit de connaître la vérité. La plateforme invite le président de la République à engager les organes de contrôle et les autorités judiciaires concernées pour mener les investigations nécessaires. Babacar Mbaye Ngaraf, que nous écoutons. Dans toute autre nation, de devise Djubol Djubanti, l'inertie des autorités sur une affaire du genre Azer AEPO EPC AEPO au Sénégal serait assimilée à de la haute trahison. Aujourd'hui, face aux nombreuses interrogations de plus en plus grandissantes, les autorités compétentes sont tenues de faire toute la lumière sur les faits et informer l'opinion publique de manière complète et objective. Très franchement, nous estimons que les Sénégalais ont le droit de connaître les conditions de passation, d'exécution et de suivi de ce marché d'électrification rurale, ainsi que l'utilisation effective des ressources publiques engagées. Nous l'avons dit et répété, la réduction des comptes ne saurait souffrir de considérations politiques ou partisanes. C'est pourquoi, encore une millième fois, nous invitons Monsieur le Président de la République à engager les organes de contrôle, autorités judiciaires et institutions concernées à toute investigation avec rigueur, impartialité et diligence dans le seul intérêt de la préservation des deniers publics et du renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions de la République. La plateforme Nailer rappelle que la transparence et la vérité constituent des obligations républicaines auxquelles nul ne peut se soustraire et qu'elles demeurent les meilleurs remparts contre les soupçons, les polémiques et l'impunité. La présence du ministre des Forces armées dans le gouvernement, Alaminou Lo 1, a suscité beaucoup de réactions au sein du PASTEF dans la région de Ziguinchor. Yankoba Djemé, par ailleurs ex-président du conseil départemental de Bignona, a-t-il trahi sa formation politique ou a-t-il choisi de rester fidèle à son ami de longue date, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? La réponse à ces questions dans ce récit signé Boubacar Diassi, Lamine Mognon. La publication de la liste du nouveau gouvernement a fait réagir plusieurs Sénégalais, notamment les compagnons de parti de certains ministres qui ont été nommés. C'est le cas du ministre des Forces armées, Yankuba Djemé, reçoit en effet beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Certains messages font même état de son éviction de son poste de coordonnateur départemental du PASTEF à Bignona. À notre connaissance, il n'y a pas encore de communiqué officiel du parti PASTEF qui confirme cette information. Quoi qu'il en soit, Yankuba Djemé était le président du conseil départemental de Bignona jusqu'à sa nomination dans le premier gouvernement issu de l'alternance survenue au Sénégal en 2024.
Au moment où beaucoup de Bignonnois attendaient qu'il suive la consigne de son parti d'origine, à savoir s'abstenir de siéger à l'actuel gouvernement dirigé par Al-Aminou Lo, Yankoba Diémé a préféré accompagner l'action du président de la République en restant dans l'attelage gouvernemental. Selon nos informations, l'amitié qui lie le président Diomaye Faye au ministre des Forces armées remonte à plusieurs années, principalement lorsqu'ils étaient des étudiants. Toujours selon nos informations, le début de leur compagnonnage politique date de 2017. C'est Diomaye Faye qui aurait convaincu le banquier Yankoba Diémé d'adhérer au PASTEF et que c'est lui, selon toujours nos informations, qui l'aurait présenté au président de leur parti, le PASTEF. Si l'on en croit toujours nos informations, leur amitié serait si forte que Bassirou Diomaye Faye aurait séjourné à Massara, village de Yankoba Diémé, situé dans la commune de Djibidione. Suite au décès du père de l'actuel ministre des Forces armées, Bassirou Diomaye Faye aurait même assisté aux funérailles du défunt père de Yankoba Diémé. Quoi qu'il en soit, si certains responsables du PASTEF pensent que la participation de Yankoba Diémé signe son départ de ce parti, d'autres considèrent que cet acte posé par l'ex-président du conseil départemental de Bignona est compréhensible et que c'est juste un court épisode que vit le PASTEF, comme cela arrive à tous les partis politiques. Une scène d'une rare violence s'est produite à Touba, à Guédé notamment, à la suite d'une dispute conjugale. Une femme est accusée d'avoir volontairement versé de l'huile bouillante sur son époux, lui causant de graves brûlures. Hospitalisée en soins intensifs à l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba, la victime pourrait être transférée vers une structure spécialisée ici à Dakar en raison de la gravité de son état. Interpellée après avoir pris la fuite, la suspecte a reconnu les faits devant les enquêteurs, affirmant avoir agi par vengeance après des violences qu'elle aurait subies venant de son mari. Partons à présent pour Bofa, notamment où le journaliste René Capin-Bassène a fait sa première déclaration. « Je pardonne à tout le monde », dit-il. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle après avoir été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans le dossier du massacre de Bofa-Bayotte en 2018. Ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. J'étais acquis par mon fils. Physiquement, quand je l'ai quitté, il avait 3 mois. Et je retrouve un garçon qui m'appelle, qui me dit papa. Il dit c'est qui? Il me dit c'est Atika. J'ai dit viens monter. Il pleurait, il était vraiment dépassé. Ma fille, qui avait 3 ans, que j'ai retrouvé, grande fille qui a pris mon parent pour filmer. Je rends grâce à Dieu. Je remercie tous les gens qui ont crié à mon innocence, qui m'ont soutenu. D'autres qui ne me connaissent même pas. Je les remercie vivement. Je remercie le président Diomaye Faye. Il n'a fait que rendre justice. J'ai été injustement arrêté, injustement condamné. C'est lui seul qui sait pourquoi il m'a libéré. Mais je le remercie du fond de mon cœur. Mes voisins, je n'ai pas de remerciement. Vous de la presse, je n'ai pas votre remerciement. Donc pour aujourd'hui, je n'ai que des mots de remerciement et dire aux gens que moi j'ai pardonné. Parce que je ne peux rien entreprendre qui puisse combler ce que j'ai vécu comme souffrance physique, souffrance morale, souffrance psychologique. Direction Ngoundiane dans le département de Thiès. Cette localité connaît de réels problèmes de santé publique. Les populations ont du mal à se faire consulter par des médecins, raison pour laquelle des médecins spécialistes de l'UFR Santé de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, de concert avec le maire de Ngoundiane, ont initié des journées de consultation médicale gratuites. C'est pour prodiguer à la communauté des soins de qualité. Reportage Cheikh Anta Diop, c'est la tire. 410 patients
ont été reçus et plusieurs pathologies détectées. Là, on est venu en consultation, en mini-hôpital, je devais dire. On a amené un labo, des échos, toutes les spécialités dont la dermato, la diabéto, l'ophtalmo, uniquement pour que les malades n'aient pas de retard diagnostique. Tous ceux qui ont une maladie qui traînait, qu'on puisse les dépister tôt. La plupart des patients consultés présentent des pathologies comme l'hépatite B et le diabète. Le maire de Ngoundiane donne des assurances. Toutes ces personnes seront bien suivies. C'est pourquoi nous avons acheté beaucoup de médicaments. On a sorti plus de 5 millions pour que toutes les personnes qui présentent des pathologies puissent être suivies et accompagnées. Au-delà de cette initiative, d'autres actions sont prévues. Avec la couverture sanitaire universelle, parce qu'on est là également pour assurer l'enrôlement de 2000 personnes avec l'intelligence de la mairie. Fait majeur, un groupe WhatsApp a été créé pour maintenir la coordination, surtout pour le suivi des patients. Le mouvement Bakabof Debout a tenu un point de presse pour réclamer l'eau, l'électricité, l'accès aux soins et bien d'autres choses inexistantes dans ce village pourtant le plus peuplé de la commune de Tataguine. En brassard rouge, la population a fustigé l'inaction des autorités qu'elle interpelle encore une fois. Omar Diop, président du mouvement avec Ndeye Matigan. Non pas pour demander une faveur, mais pour réclamer un droit fondamental, un droit pour tous citoyens. Regardez autour de vous, à l'heure du développement numérique, à l'heure où nos enfants doivent étudier pour construire le Sénégal de demain. Une grande partie de notre communauté vivent encore dans le noir. Bakobof est l'une des villages les plus peuplés de la commune de Tataguine. Et depuis lors, les populations vivent dans l'obscurité. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, comment un maire peut venir ici à Bakobof et inaugurer des poteaux sans lumière et avoir l'audace de donner toujours des promesses non tenues. C'est inadmissible. Les villages qui n'ont pas d'électricité, on peut citer Rof, Kaoul, Moussante, Kerngolum, Kermignan, Mbafay, Ganyay, Mbassis, Narabay aussi. On a un problème d'eau, on a un problème d'électricité, on a un problème de l'autoroute à péage qui a bloqué tous les villageois. Les villages qui n'ont pas d'eau sont beaucoup. La majeure partie à Bakobof n'ont pas d'eau. Les conséquences sont nombreuses. Parce que si on n'a pas d'eau, on ne peut pas produire, on ne peut pas faire rester nos jeunes ici. Il y a de l'eau ici à Bakobof. C'est pourquoi nous, populations de Bakobof, nous, militants de Bakobof Debout, nous lançons un appel solennel au président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, de venir en aide ici à Bakobof. Il n'y a pas d'hôpital fixe ici à Bakobof. Il y a un tout petit case de santé qui est à côté de Mbassis, qui ne peut pas satisfaire tout le village. Parce qu'il n'y a pas de médecins qualifiés. À 23h, ils ferment les portes. Le chanteur sénégalais Youssou N'Dour, lauréat d'un Grammy Award, a été nommé vice-président de la CISAC. Il s'agit de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, organisation internationale pour la gestion des droits d'auteur. Cette nomination annoncée ce mercredi va prendre effet lors de l'Assemblée générale annuelle de la CISAC qui va se tenir à Paris le jeudi 4 juin. Cet événement parisien marque le centenaire de la CISAC. La Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs représente plus de 5 millions de créateurs à travers 227 sociétés membres réparties dans 111 pays. Et puis la page sportive de ce 20h avec du football, la CAN U17 2026. Le Sénégal, grand gagnant de la compétition, outre le sacre continental, le deuxième de son histoire après celui de 2023. L'équipe nationale de la catégorie est aussi récompensée sur le plan individuel. Le gardien de but Hassan Sarr, meilleur portier de la CAN U17, figure également dans le 11 type de la compétition, tout comme les latéraux Lamine Bang et Tcherno Sow, sans oublier l'attaquant Mohamed Wagne, qui évoque un travail payant pour le triomphe en terre marocaine, suivant Mohamed Wagne. Merci mes coéquipiers et les coachs, on a fait un bon travail. Et sans que vous voulez, c'est pas facile, mais Dieu merci, il nous a facilité la tâche. Rendez-vous à la Coupe du Monde. La 30e et ultime journée de Ligue 2, Esamaï FC et Djambar FC qui assurent leur montée en Ligue 1. Ils ont respectivement battu Amitié FC 1-0 et Niaritali 4-0 pour décrocher leur ticket.
Ndiambour FC dominé par Port, 3-1 et Thiès FC malgré son succès à l'extérieur devant AS Bombay, 2-0 descendent en National 1. Et puis la 30e et dernière journée de la Ligue 1 qui se joue ce jeudi avec du suspense en haut et en bas du classement. Teungueth FC, le leader qui a son destin en main. AGEL de Rufisque et Génération Foot qui lutte pour le sacre. Teungueth FC se déplace chez Guédiawaye FC, déjà maintenu, alors que Génération Foot reçoit AGEL de Rufisque. Pendant ce temps, Sonacos, Linguère et Cambérène vont se battre pour ne pas descendre. Cambérène reçoit le Jaraaf et Linguère accueille Walidan FC. Sonacos va défier l'US Ouakam. Tous les matchs débutent à 17h. C'est pour justement éviter tout calcul. C'est tout pour cette édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Mais restez avec nous dans Soir d'Info. Nous recevons Mamadou Lamine Faye. Il est économiste expert en finance internationale.